Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un point et faire mon mea culpa. Présenter une rapide analyse du complotisme XTJ et puis expliquer comment j'en suis sorti, puisque j'ai également été dans cette phase. Et cette émission s'intitule « J'ai eu tort sur le complotisme ». Alors, effectivement, ça va en étonner certains, mais j'ai également eu ma phase complotiste. Je vais développer ça dans la troisième partie de cette émission. Mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter mon mea culpa. Alors, en effet, dans mes dernières vidéos, qui sont sur le thème du complotisme, puisque c'est un thème qui m'intéresse et sur lequel j'ai un petit peu réfléchi et j'ai des choses à proposer, donc sur le thème du complotisme des TJ, de la franc-maçonnerie, des Illuminati, j'ai employé un vocabulaire, un ethos et puis des formulations très agressives, très vindicatives, qui marginalisaient la pensée complotiste anti-TJ sur YouTube, celle qu'on peut retrouver sur des chaînes que vous connaissez tous, ou des commentateurs qui prennent souvent la parole, et qui donc faisaient passer cette pensée pour une pensée pour illuminer, pour débiles mentaux. J'ai eu cette expression maladroite et malheureuse, et j'en passe. Alors, j'aimerais rectifier ces points, puisqu'après réflexion et après avoir lu les remarques et puis après avoir écouté les conseils de quelques abonnés, j'en suis arrivé à la conclusion que cette approche, ce ton assez vindicatif et caustique, ne servait pas ma cause, ne portait pas mes arguments, mais bien au contraire, cela me dessert, ça me dessert totalement, puisque cela contribue à créer des tensions et cela contribue aussi à aviver les plaies. De plus, cette approche a tendance à caricaturer les positions de chacun des intervenants, les complotistes devenant eux de plus en plus radicaux sur la défense de leur complot, et les complots-sceptiques, dont je fais partie, étant toujours plus méprisants. Donc les deux camps se durcissent de plus en plus, durcissent leur position, durcissent leur point de vue, chacun se radicalise, et donc la communication se fait de moins en moins et on ne se comprend plus. Tout en créant de la division parmi les ex-TJ, ce qui du coup fait les affaires quand même de la société Watchtower. Alors bien que je trouve que la plupart des théories complotistes sur les témoins de Jéhovah soient absurdes, je vais tenter néanmoins de les démonter, en tout cas d'essayer par la raison de montrer ce qui ne fonctionne pas et pourquoi moi je n'ai pas été attiré par ces théories très longtemps. Alors ça fera l'objet de toute une série de vidéos plus approfondies, mais là globalement je vais vous présenter une petite analyse. D'abord on peut se poser la question suivante. À quoi il sert ce discours complotiste ? À quoi sert le discours complotiste ? Eh bien pour moi il sert à donner une cohérence, à déculpabiliser et à reconstruire l'ex-adepte. Mais le problème c'est que cette reconstruction se fonde sur des bases qui me paraissent dangereuses. Alors, tout comme il ne sert à rien, selon moi, de braquer un TJ sur son corpus idéologique, doctrinal ou sur ses croyances intimes, il est également inutile d'attaquer un ex-TJ sur sa nouvelle foi. Cette nouvelle foi en un complot, qui lui permet d'une certaine manière de trouver un équilibre psychologique après la sortie de la secte, qui est très compliqué, on le sait, chez les TJ. Alors, cet équilibre, comment est-ce qu'il se façonne ? Eh bien, pour moi, il se fonde sur un récit dichotomique, manichéen, duel, qui met en scène d'un côté une force occulte, l'organisation, qui serait d'essence maçonnique, sataniste, Illuminati et j'en passe, et de l'autre, un groupe de victimes, passives et innocentes, qui se sont fait avoir par l'organisation. Alors, ce récit a l'avantage de donner pour moi, une cohérence à l'ensemble des situations chaotiques vécues par l'ex-adepte, mais cela permet également de le déculpabiliser. Ça, c'est le deuxième point. Je ne suis pas responsable de mon entrée dans la secte. C'est l'idée, en fait. Enfin, troisième point, cela lui donne une meilleure image de lui-même, l'aide à se reconstruire, car il devient un résistant. Il se fait le héros d'une histoire, d'un récit dans lequel il a été manipulé, dans lequel il a découvert le poteau rose, dans lequel il devient un résistant, une figure de la lumière face aux figures de l'ombre. Celui qui a su repérer les failles, le complot que personne ne voit. Pour moi, c'est les trois principaux points qui sont importants en fait dans la sortie d'une secte et qui peuvent pousser certains adeptes à rentrer dans une nouvelle secte ou dans des théories du complot. Donc, trouver une cohérence,
ou en tout cas donner une cohérence à l'ensemble des événements absurdes qu'il a vécus, se déculpabiliser et se reconstruire. Ainsi, briser cette nouvelle illusion reviendrait au même, cette nouvelle illusion qui est la théorie du complot, briser cette nouvelle illusion de manière trop frontale, trop directe, reviendrait au même qu'attaquer un TJ frontalement sur ses doctrines. Alors, pour le coup, et je dois bien l'avouer, c'était ma principale erreur. Principale et grave erreur que je reproduis puisque je l'ai déjà reproduite, enfin je l'avais déjà faite cette erreur avec des TJ. On le sait, attaquer un TJ directement sur ses croyances, eh bien c'est le meilleur moyen de le braquer et de le durcir dans ses prises de position. Parfois, quand on se rend compte que l'autre est en plein dans l'erreur, eh bien on a tendance à tenir très rapidement un discours agressif, voire violent, à mépriser l'autre, tant le discours de l'autre nous scandalise. Mais le problème, c'est que notre réaction risque de conditionner, il est vrai, ceux qui ne pensent pas comme nous. Et ces derniers risquent, sans doute, de se retrancher encore plus fermement derrière leurs opinions. En plus de cela, ils risquent de nous voir comme des opposants, des agents du diable ou du système. Les TJ diraient des apostats. Alors, je crois que la meilleure des choses à faire, et je l'ai compris après avoir discuté avec un certain nombre de personnes qui m'ont amené à réfléchir sur la question, qu'ils soient internautes sur YouTube ou autres, ou personnes physiques, la meilleure des choses à faire, c'est de mettre ses affects, ses sentiments de côté, d'apprendre à relativiser, de travailler son humilité pour accepter que l'autre puisse penser différemment et que sa pensée, aussi fausse qu'elle puisse nous paraître, est le fruit d'un certain nombre de circonstances qui nous dépassent et qui dépassent la pensée complotiste ou TJ. Oui, la meilleure des choses à faire est d'essayer de comprendre le raisonnement de l'autre, de se mettre à sa place, de penser comme lui, et de comprendre pourquoi il pense ainsi, pour ensuite pouvoir le questionner. Rentrer dans une forme de maïotique socratique, ce questionnement qui pousse l'autre finalement à le faire accoucher des réponses. Ne pas lui donner tout cuit dans la bouche les réponses, mais le faire raisonner pour que ça vienne de lui-même. Ainsi, il sera davantage dans un raisonnement juste. Ça ne sert à rien de répéter tel un perroquet des choses auxquelles on ne croit pas. Alors, un questionnement sincère, amical et poli, je pense qu'on pourra presque tous être d'accord là-dessus, restera toujours plus efficace qu'une agression envers un individu et une humiliation. Et ça a été justement mon gros défaut, c'est ce que j'ai pratiqué. Voilà, j'ai été dans l'attaque frontale en espérant que par la violence du propos, par la radicalité justement de mon opposition à cette idée, ça allait faire comme un électrochoc chez l'autre. Mais il n'en est rien. J'ai manqué d'humilité, j'ai manqué de jugement, j'ai commis une grave erreur en faisant ça parce que j'ai été très contre-productif en fait. Bon, en effet, dans ces cas-là, on a tendance à juger l'autre, et c'est ce que j'ai fait, et à juger son intelligence. Et c'est ça qui est humiliant. C'est une grave erreur de ma part. L'intelligence n'est pas toujours un garde-fou sûr pour éviter l'erreur, on le sait. La preuve, il existe une quantité de TJ intelligents qui ont fait des études brillantes, qui exercent des métiers à responsabilité, dans leur vie profane ou même dans la congrégation, qui raisonnent avec efficacité et qui pourtant défendent des doctrines TJ absurdes comme le créationnisme, ou encore la date de 607, les prophéties qui ne tiennent pas la route, bref. Il en est de même avec les complotistes qui parfois peuvent être des gens très intelligents, on le voit dans la sphère complotiste sur le web, des gens qui ont une grande culture parfois. Dans la sphère complotiste, il y a quelqu'un qui a eu un grand succès ces dernières années, c'est Alain Soral. Alain Soral, c'est quelqu'un qui a pas forcément une solide formation universitaire, je crois qu'il a eu à peine le bac, mais c'est quelqu'un qui a une très grande culture générale, qui maîtrise très bien le logos, qui sait bien raisonner, qui sait bien parler, qui arrive à mettre ensemble des éléments qui en apparence n'ont pas de rapport, qui semblent parfois contradictoires, à donner une cohérence à l'ensemble, à avoir un discours global très performant, qui donne l'illusion de la vérité, et qui convainc de nombreux adeptes sur les sites comme Égalité et Réconciliation, qui sont des sites complotistes, et généralement on retrouve ces gens sur toutes les théories du complot. Comme par hasard, c'est la maison d'édition d'Alain Soral, Contre-Culture, avec 2K, qui publie des bouquins on va dire, qui seraient publiés nulle part ailleurs, parce qu'ils sont très mauvais et très étonnants, très complotistes, voire antisémites. Et c'est cette maison d'édition qui publie le livre de Laurent Glosy, Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan.
qui est un livre complètement aberrant, ceci dit, qui tient pas la route. Mais voilà, c'est pas un hasard que ce livre-là soit publié dans cette maison d'édition qui appartient à la sphère nébuleuse de l'extrême droite française, radicale, antisémite et ultranationaliste. Alors, voilà, hein, même si cela nous agace, et puis moi le premier, il faut l'admettre, il faut admettre qu'intelligence et vérité, eh bien, ne sont pas toujours en harmonie. Comme on a pu le voir dans mon dernier podcast, finalement, sur Harry Pelloyan, qui était, je le rappelle, un diplômé d'Harvard, rédacteur de Réveillez-vous, rédacteur du livre Création. En tout cas, il a compilé tout ça, il a dirigé ce livre-là, et puis il a rédigé, on imagine, un peu la plus grande part de ce livre. Et cet homme, Harry Pelloyan, on le sait, il a préféré la loyauté envers un groupe plutôt que la vérité scientifique. Ça s'est ressorti de son interview avec Alan Farbacker, qu'on peut retrouver sur le site jehovahswitness.forum.com. Alan Farbacker, qu'il a rencontré dans la fin des années 90 et qui du coup a pu discuter avec lui, débattre avec lui, s'est rendu compte que c'était un homme qui était fermé sur la discussion, qui traitait tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui d'évolutionnistes. Enfin bref, voilà. On voit qu'on peut être très intelligent, très cultivé d'une part, et en même temps être bloqué au raisonnement. C'est une des caractéristiques de l'endoctrinement sectaire. Alors, en effet, voilà pour cette petite analyse. Je reviendrai là-dessus peut-être sur une autre vidéo prochainement, pour que ce soit plus complet, plus solide. Là, c'était plutôt une sorte de témoignage. Maintenant, c'est vrai que je reconnais que ces théories du complot sont pour moi pas solides du tout, qu'elles sont même contre-productives, parce que les adeptes des TJ, quand ils tombent là-dessus, ils se disent, bah voilà, les ex-TJ, c'est vraiment des fous, des illuminés, des gens qui ont bien fait de partir parce qu'ils sont obsédés par des questions absurdes, et donc ça conforte les TJ pour moi, ces théories du complot, donc c'est pour ça que ça me semble assez dangereux. Mais je dois reconnaître que j'ai moi aussi été complotiste, et c'est le troisième axe de cette vidéo. Alors d'une certaine manière, le complotisme serait une étape vers la sortie du mouvement, c'est l'analyse que j'en ai faite. Alors, étape définitive chez certaines personnes, ou étape transitoire pour d'autres. En tout cas, elle peut durer soit quelques secondes, quelques minutes chez certains qui peuvent avoir un doute, soit toute une vie pour d'autres. Une des preuves de ça, c'est que j'ai moi-même traversé cette étape. Moi qui pourfends les complotistes sur le web, j'ai aussi été complotiste. Alors, lors de ma sortie du mouvement, j'ai consulté tout un tas de sites web, des plus sérieux aux plus farfelus, qui mettaient en ligne des images dans lesquelles l'on verrait, soi-disant, des images, des choses subliminales. Et puis sans trop réfléchir, j'ai d'abord été un peu sceptique. Et puis, face à l'avalanche de preuves qui arrivent comme ça, des listes très convaincantes de preuves, on est assommé par plein de preuves, j'ai dû me faire à l'idée. Ces images, c'est ce que je m'étais dit à l'époque, sont forcément pensées par l'organisation. Bon, j'avais 17 ans, j'étais jeune, j'étais naïf, je manquais aussi de recul et d'esprit critique. Alors pour moi, c'était une preuve que cette organisation était satanique, manipulée par le mal, et qu'elle voulait le mal pour ses adeptes. Donc de recherche en recherche, d'image en image, de vidéo en vidéo, de montage terrifiant à base de musique pour film d'horreur à montage terrifiant, d'un cut d'un plan à un autre qui suggère des intentions mauvaises, abreuvé par tout ça, j'étais de plus en plus convaincu. De plus, en allant vérifier dans les ouvrages, je voyais que la plupart des images n'étaient pas inventées. Je voyais le visage dans la main du Christ dans le livre Révélation, le grand dénouement est proche. Je voyais les signes de bénédiction inversés qui sont le signe de Baphomet. Je voyais la main de lézard violette du livre Révélation. Et quand je parlais autour de moi, je peux vous dire que l'entourage TJ était sceptique. Personne ne semblait convaincu, mais bon, je me disais que c'était normal parce qu'ils étaient tous endoctrinés. Et puis, par ma formation un petit peu philosophique, j'ai eu tendance à apprendre à penser de manière dialectique, à dépasser les raisonnements, à montrer un peu des oppositions, donc j'ai essayé de penser un peu contre moi-même, et puis je me suis posé la question suivante. Si ces images sont intentionnelles, quel serait l'intérêt pour la société de les mettre? Quel serait leur avantage? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? En faisant des recherches, je me suis rendu compte que ce qu'on appelle subliminal, eh bien, ça ne correspond pas aux images de la Watchtower. En effet, les images subliminales ne sont pas visibles à l'œil nu, elles sont subliminales. Le mot subliminal vient du latin sublimen, qui signifie littéralement sous le seuil, sous-entendu sous le seuil de la conscience. C'est-à-dire que ce qui ne peut pas être vu consciemment, mais ce qui est vu
inconsciemment. Donc ça doit passer par de la rapidité, quelque chose qu'on ne peut pas avoir sans faire un arrêt sur image d'une microseconde, quoi. Généralement, ces images, elles cherchent à atteindre le subconscient pour manipuler les gens à leur insu. Or, le problème, c'est que les images de la Watchtower sont visibles à l'œil nu. Eh bien, il n'y a pas toujours un besoin d'un... Enfin, comment dire, elles sont pas toujours visibles au premier coup d'œil, au premier plan, bien sûr, mais un examen un petit peu attentif permet de les repérer assez facilement. Autre chose, c'est qu'on sait bien que rien de scientifique derrière tout ça. Hein. Il n'y a aucune recherche scientifique solide qui montre l'efficacité de ces images. Donc bon, c'est un petit peu risqué d'utiliser ça pour manipuler les gens. Et puis pour les manipuler vers quoi, c'est pas trop, quoi. Hein. J'ai donc entamé plus de recherches sur le sujet. Je me suis aperçu que la quasi-totalité des images ne correspondait à rien, et était soit l'effet de l'imagination du lecteur, des pareidolies bien souvent, soit soit je voyais vraiment pas, soit il fallait vraiment passer par un montage où on met une image et son double en miroir pour voir apparaître une tête de bouc ou de diable ou je ne sais quoi. Là, ça me semble totalement délirant et je pense qu'il faut pas non plus exagérer là-dessus. Hein. Alors une fois qu'on nous a dit attention à ceci, regarde ça, ici dans cette image, avec les zones d'ombre, les zones de gris, tu vas voir telle ou telle tête de diable ou de bouc ou de ceci ou de cela. Et tant qu'on nous a dit ça, après on a tendance à le voir. C'est-à-dire que c'est la même chose quand on est allongé l'été sur le gazon, sur l'herbe, qui fait beau, qu'on regarde le ciel, qu'on regarde les nuages. Si on regarde un nuage et que l'on voit qu'il a une forme d'éléphant, si on dit ce que l'on voit à la personne qui regarde ce nuage qui est à côté de nous, elle risque de voir la même chose que nous. Au début, elle dit non, je vois pas. Et puis progressivement, elle dit ah oui, je vois là. Là, ça fait la trompe, là, ça fait les défenses, etc. Et si on ne lui dit pas, souvent, on s'aperçoit que cette personne interprète différemment. Elle y voit un autre animal ou une autre forme. Qui n'a jamais fait cette expérience? On voit bien que du coup, la subjectivité de celui qui imagine, interprète la forme, influence les autres. Et après, c'est comme ça que tout le monde voit la même forme, dans une forme qui à la base était plus ou moins abstraite et n'avait pas de forme spécifique. Donc c'est une forme de pareidolie. Il en va de même aussi, je pense que vous avez peut-être tous fait l'expérience, pour les hallucinations auditives. On écoute des chansons en anglais ou dans des langues étrangères, et puis on nous sous-titre la vidéo en disant voilà ce que dit le chanteur, on a une phrase complètement ridicule, et puis quand on l'entend, du coup, on a l'impression qu'il dit vraiment cette phrase. Généralement, essayez sur YouTube, tapez hallucination auditive, c'est le fou rire assuré. Donc ça montre bien, encore une fois, que tout ça, ça peut être trompeur. Donc, moi, je me suis méfié de la part subjective du spectateur sur l'interprétation des images. J'ai fait des recherches là-dessus, j'ai lu des articles, j'ai lu des livres là-dessus. Je sais bien qu'on peut voir ce que l'on veut n'importe où. Des plis dans une main qui forment un visage. Des gestes qui montrent une orientation qu'on interprète comme un signe de Baphomet, alors que dans les cultures anglo-saxonnes, ce geste existe et il est anodin. C'est un geste qui permet de montrer quelqu'un. Des mains de lézard violettes qui sembleraient n'être en fait qu'un défaut d'impression quand on y regarde de plus près. Pour les besoins de cette émission, je suis revenu là-dessus, j'ai relu des articles là-dessus complotistes, j'ai revu les images en bonne qualité, j'ai zoomé, et j'ai quand même bien l'impression que c'est un défaut d'impression. En regardant de près, on s'aperçoit que cette main ressemble à une main humaine, mais qui a vraiment un défaut d'impression. On voit, ça fait des sortes de traces, et du coup, je pense que c'est ça, vraiment. Hein. Voilà, je pense que c'est ça. Il y a eu plusieurs hypothèses. L'hypothèse de quelqu'un qui s'amuserait à placer des images un petit plaisantin. L'hypothèse de peut-être que c'est quelqu'un de la société qui voudrait imaginer que c'est le diable qui s'empare du sceptre d'un des disciples pour montrer que le diable est toujours à l'affût et qu'il est un danger permanent pour les chrétiens. Mais il y a aussi tout simplement l'hypothèse d'un défaut d'impression. Hein. La société Watchtower n'est pas une société parfaite. Les gens qui y sont tous des bénévoles. Quand on voit que des grandes sociétés comme Disney laissent passer des images subliminales souvent à caractère sexuel, on se dit quand même que c'est d'autant plus possible de laisser passer des choses énormes comme ça, évidemment. Alors pourquoi laisser de telles images ? Généralement parce que je pense que ces images ne sont pas des images franc-maçonnes, satanistes ou j'en sais rien. Et si la société dit qu'elle analyse profondément les images, qu'ils sont là dans des comités à regarder tout ce qui se passe, c'est peut-être pas toujours vrai non plus. Hein. Peut-être qu'ils présentent de manière un peu excessive leur travail. C'est étonnant d'ailleurs de voir que les complotistes ressortent une parole de la société et la croient comme ça sur parole.
Bon, voilà, au passage, je trouve ça plutôt amusant. Alors, il est vrai que la société utilise des images pour manipuler les gens. Ça, par contre, c'est vrai, hein. On est tous d'accord là-dessus. On sait que l'image a un impact fort dans l'esprit des gens. Ça permet de faire peur, de créer un sentiment de malaise, de créer un sentiment de mélancolie, de faire des associations. Et quand le cerveau est en alerte, comme ça, par ces émotions créées par l'image, il est plus réceptif. On sait par exemple, des études ont montré que il faut généralement toujours couper un film pour la publicité. On coupe toujours un film à un moment où il y a du suspense, qui crée un effet sur la personne. Pas seulement parce que on est en alerte et on a envie de savoir la suite, mais surtout parce qu'en fait ça met le cerveau dans un état particulier qui fait qu'il est plus réceptif aux informations. Le mieux pour ça, c'est les films d'horreur ou les films à suspense. Quand il y a une pause sur un très fort moment de peur et de suspense, le cerveau est en alerte, puisque le sentiment de peur et d'intensité le rend plus vigilant, et il est à ce moment-là plus réceptif, et il peut davantage enregistrer des informations. Donc c'est pour ça que les publicités sont souvent efficaces à ces moments-là. D'où l'intérêt, du coup, pour les TJ d'utiliser effectivement des images qui peuvent faire parfois un petit peu peur, ou en tout cas créer des sentiments, des émotions un petit peu fortes, ou des malaises, parce que le TJ sera du coup plus attentif à l'idée qui est exprimée dans tel tour de garde ou tel ouvrage. Bon, je crois pas que la société utiliserait des images subliminales pour montrer qu'elle est sataniste ou franc-maçonne, parce que ça la grillerait beaucoup trop. C'est quoi l'intérêt de se griller? Moi, si j'essayais de manipuler quelqu'un, je le ferais de manière plus subtile. Il en va de même pour les symboles francs-maçons ou tout autre. Alors moi, je me suis mis à étudier du coup systématiquement les preuves, à recouper les informations, à trouver les sources. Et le doute venait de plus en plus sur le complotisme, hein. Non seulement il n'y avait aucune preuve, ou très peu, mais en plus, ces discours semblaient calqués sur n'importe quel autre discours complotiste qu'on retrouve sur le web. Hein, la franc-maçonnerie, on le sait, elle subit des attaques depuis son existence. Et pour cause, elle a souvent critiqué l'Église catholique, et l'Église catholique a souvent été à l'origine des attaques et des rumeurs envers la franc-maçonnerie. C'est de bonne guerre. La plupart des théories conspirationnistes anti-TJ sont des théories qui sont recyclées, et qui circulent sur tous les sujets, et qui les lient à la franc-maçonnerie. Depuis le XVIIIe siècle, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vraiment rien. Les complotistes anti-TJ ont tout simplement réadapté d'anciens complots, tout prêts, tout fabriqués, hein, des complots congelés qu'il n'y a plus qu'à sortir du congèle, les mettre au micro-ondes, et hop, on les applique au TJ, et ça c'est fait. Complot facile. En m'apercevant de ça, je me suis senti un peu bête, et je me suis rendu compte que j'étais dans une sorte de fantasme, dans une fiction personnelle, et que ce récit était plaisant. Je voyais les complotistes jouir en essayant de montrer le versant satanique de l'organisation, et je me disais, il y a peut-être un problème quand même. Je sentais bien qu'on était loin d'une vérité. Alors du coup, j'ai entrepris des recherches systématiques en me basant sur ce que j'apprenais, ça et là, hein, sur la zététique, sur la méthode scientifique. Je n'écartais aucune hypothèse, mais plus j'étudiais, plus je lisais, plus j'échangeais, moi je trouvais la thèse complotiste solide et séduisante. Plus je la trouvais faible. Je trouvais que le récit était en apparence cohérent et structuré. J'avais l'impression que les preuves abondaient, mais en creusant, je m'apercevais d'une supercherie. La plupart des preuves n'en étaient pas. Les discours étaient basés sur des fantasmes, d'ailleurs souvent contradictoires et illogiques, mais bon. Et les personnes qui diffusaient ces idées soutenaient aussi des complots absurdes sur le web. Des anti-vax, le complot des chemtrails, vous savez, les traces des avions qui seraient un complot météorologique, bref. Le complot judéo-maçonnique en politique, le nouvel ordre mondial, bref. La plupart des complots bidons qui ont déjà été démontés par des tonnes de penseurs, de journalistes sérieux, étaient soutenus par ces ex-TJ qui soutenaient que la société était franc-maçonne, Illuminati et j'en passe. Sidération. Et il se trouve que, voilà, il y a une série de 10 questions qui m'est venue à l'esprit et à laquelle aucun complotiste n'a pu me répondre. Cette série de questions, on l'abordera dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté cette émission. J'espère que vous allez réfléchir à cette question-là. Je ne vous demande pas de changer d'avis, de changer votre opinion, mais de chercher, d'être honnête, de croiser vos sources, de chercher systématiquement d'où vient l'information, qui la donne cette information. Est-ce que cette personne a un intérêt à diffuser cette information? Est-ce que cette information est originale? Est-ce que cette information est appuyée par des preuves solides? Voilà, croisez sans cesse vos sources, posez-vous la question des sites ou des vidéos qui diffusent ces sources.
qui les diffusent? Est-ce que c'est des gens qu'on peut contacter? Est-ce que c'est des gens sérieux? Bref. Réfléchissez. Je dirais pas de penser par vous-même, parce qu'on pense toujours par d'autres biais, par d'autres penseurs, mais essayez en tout cas d'avoir de l'esprit critique. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, et à très bientôt pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à laisser des commentaires dans l'espace dédié pour pouvoir débattre, apporter des contradictions. Si vous êtes complotiste, n'hésitez pas, soyons ouverts à la discussion. Bonne journée à tous.